La veille du mariage de mon fils, sa fiancée m'a murmuré à l'oreille « À partir de demain, tu n'es plus qu'une vieille histoire pour cette famille. Tu as fait ton travail. Maintenant, disparais. » Son sourire n'a pas vacillé une seule seconde, mais ses yeux étaient froids comme la glace. Je suis restée paralysée. Le cadeau que j'avais apporté, un album de souvenirs que j'avais mis des mois à préparer, pendait de mes mains tremblantes comme un poids mort. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Le lendemain, je ne me suis pas présentée au mariage. Ce que je ne savais pas, c'est que quelques heures plus tard, cette cérémonie allait s'effondrer pour une raison que personne n'avait anticipée. Je m'appelle Martine Deschamps, j'ai 55 ans, et pendant 25 ans, j'ai été à la fois mère et père pour mon fils Julien. Quand mon mari nous a abandonnés, Julien avait à peine 5 ans. Il serrait encore ce dinosaure en peluche qu'il ne lâchait même pas pour dormir. Je me souviens de la première nuit seule, quand il m'a demandé avec ses grands yeux « Maman, quand est-ce que papa revient ?» Et moi, ravalant mes larmes, j'ai simplement souri et dit que parfois les gens ont besoin de suivre des chemins différents. Dès lors, ce furent des années à me lever à 5 heures du matin pour le préparer avant de courir à mon premier emploi comme réceptionniste dans une clinique à Bordeaux. Ensuite, j'enchaînais avec mon deuxième travail dans un grand magasin jusqu'au soir. Souvent, je rentrais si épuisée que je pouvais à peine enlever mes chaussures avant de m'endormir. Mais je gardais toujours un peu d'énergie pour écouter comment s'était passée sa journée, pour l'aider avec ses devoirs, pour être sa supportrice personnelle lors des matchs de football du club. J'ai économisé chaque centime possible. J'ai renoncé aux vêtements neufs, je me coupais les cheveux moi-même, j'ai vendu la voiture pour payer les frais de la faculté quand les bourses n'ont pas suffi. Quand Julien a obtenu son diplôme de droit à la faculté de Bordeaux, j'ai senti que j'avais tenu la promesse silencieuse que j'avais faite à ce petit garçon effrayé. Il aurait toutes les opportunités possibles, peu importe ce que je devais sacrifier. Alors, quand il m'a présenté Aurélie il y a 3 ans, j'ai vraiment essayé de l'apprécier. Elle était belle, sophistiquée et éloquente. Tout ce que je n'ai jamais été. Elle travaillait dans une agence de communication réputée et était toujours impeccablement habillée. Julien semblait enchanté. Ses yeux brillaient quand elle entrait dans la pièce. Et moi, je voulais simplement le voir heureux. Mais il y avait quelque chose chez Aurélie qui m'inquiétait depuis le début. La façon dont son sourire disparaissait quand Julien avait le dos tourné. Comment elle me parlait avec ce ton condescendant, comme si elle me faisait une immense faveur, rien qu'en m'adressant la parole. Lors des réunions familiales, elle monopolisait l'attention en parlant de voyages internationaux et de clients célèbres, montrant rarement de l'intérêt pour ma vie. « Oh, comme c'est mignon !» disait-elle quand je mentionnais quelque chose du passé, comme si elle parlait à un enfant. Pour le 30e anniversaire de Julien, j'ai préparé le gâteau au chocolat et framboises que je lui faisais depuis ses 12 ans. C'était notre tradition. Quand je suis arrivée à la fête avec, Aurélie a pris le plat de mes mains avec un sourire tendu. « Julien suit un régime pauvre en glucides maintenant, Martine, mais merci pour l'effort. » Le gâteau est resté intact dans la cuisine pendant que mon fils, sans le savoir, mangeait les canapés que sa fiancée avait commandés chez un traiteur. Les fiançailles sont arrivées vite, à peine 1 an après qu'ils ont commencé à se fréquenter. Les préparatifs du mariage m'ont complètement exclue. On ne m'a pas appelée pour les dégustations de menus, le choix du gâteau, les visites chez les fleuristes ou toute autre décision. Quand j'ai subtilement demandé si je pouvais aider, Aurélie a répondu « Ne t'inquiète de rien, Martine. Nous avons engagé les meilleurs professionnels. Tu n'as qu'à te présenter bien habillée le jour même. » Et ainsi, la veille du mariage, j'ai décidé de faire un dernier effort pour construire un pont. J'ai préparé cet album rempli de photos et de souvenirs de la vie de Julien, depuis ses premiers pas jusqu'à sa remise de diplôme. Chaque page racontait une histoire d'amour et de dépassement. Je suis arrivée au dîner de répétition avec l'album enveloppé dans du papier cadeau argenté. Aurélie m'a interceptée à l'entrée, sa robe blanche brillant sous les lumières douces. « Martine, tu es venue ?» a-t-elle dit avec un sourire superficiel. « Bien sûr que je suis venue », ai-je répondu en tendant le paquet. « J'ai fait ceci pour vous. J'ai pensé que vous pourriez le feuilleter ensemble ce soir, avant le grand jour. » C'est alors qu'elle s'est penchée, son parfum coûteux envahissant mon espace, et m'a murmuré ces mots qui allaient me marquer à jamais. « À partir de demain, tu n'es plus qu'une vieille histoire pour cette famille.
Tu as fait ta part, tu as élevé Julien. Maintenant il est mon mari, ma famille. Et toi, tu n'es qu'un bagage encombrant. Ne nous fais pas honte en t'accrochant à lui. En fait, ce serait peut-être mieux que tu ne viennes même pas demain. Tu nous épargnerais le drame. Ce n'est pas comme si quelqu'un t'attendait vraiment. Je ne me souviens pas comment je suis sortie de là. Je ne me souviens pas avoir conduit jusqu'à la maison. Je me souviens seulement d'être assise au bord de mon lit, regardant la robe bordeaux que j'avais achetée spécialement pour le mariage, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur mon visage. Cette nuit-là, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais pensé prendre. Pour la première fois dans la vie de Julien, je ne serai pas là pour lui. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le matin du mariage s'est levé avec un ciel clair et lumineux, le genre de journée parfaite dont toute mariée rêve pour son grand moment. Je me suis réveillée avant le réveil. Des années de routine matinale gravées dans mon corps comme une horloge interne. Pendant un instant, j'ai bougé automatiquement. J'ai préparé le café, j'ai sorti la robe du cintre, j'ai séparé les chaussures que j'avais achetées spécialement pour l'occasion. Puis les mots d'Aurélie sont revenus comme un coup de poing dans l'estomac. Tu n'es qu'un bagage encombrant. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes autour de la tasse de café, tandis que le soleil du matin dessinait des motifs sur le carrelage que j'avais moi-même posé des années auparavant, quand je n'avais pas les moyens d'engager un professionnel. Mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Des messages de la famille et des amis, tous en route vers l'église Saint-Pierre, tous demandant où j'étais. J'ai ignoré chacun d'entre eux. Au bout d'une heure, le premier appel de Julien est arrivé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, incapable d'entendre sa voix sans m'effondrer. Son message semblait inquiet, confus. « Maman, où es-tu ? Tout le monde t'attend. S'il te plaît, rappelle-moi. » C'était la première fois en 25 ans que je le décevais délibérément. La douleur était presque physique, comme si je déchirais quelque chose de vital en moi. Mais les mots d'Aurélie avaient ouvert une blessure que j'ignorais depuis trop longtemps. Pendant des années, j'avais mis les besoins de Julien au-dessus des miens. J'avais étouffé mes sentiments, avalé des insultes voilées et un traitement condescendant, tout au nom de l'amour pour mon fils. Mais ce matin-là, quelque chose de différent s'agitait en moi. Une voix qui disait « Toi aussi, tu mérites le respect. Toi aussi, tu mérites la dignité. » Pour la première fois, je me choisissais moi-même. À 10 heures du matin, la sonnette a retenti. C'était ma sœur Françoise, encore habillée pour le mariage, son visage un mélange d'inquiétude et d'irritation. « Martine, qu'est-ce que tu fabriques ? Tout le monde te cherche. La cérémonie commence dans 1 heure. » Je lui ai fait signe d'entrer, incapable de parler sans que les larmes ne s'échappent. Nous nous sommes assises dans le salon, la robe bordeaux toujours suspendue à la porte de l'armoire, comme un fantôme de ce qui aurait dû être. « Je n'y vais pas », ai-je finalement réussi à dire. Françoise m'a regardée comme si je venais d'annoncer que je déménageais sur Mars. « Comment ça, tu n'y vas pas ? C'est le mariage de ton fils unique. » J'ai pris une profonde inspiration. Aurélie m'a dit qu'après le mariage, je ne fais plus partie de sa famille. Elle m'a dit de ne même pas me présenter aujourd'hui. Ma sœur a pâli, l'indignation remplaçant la confusion sur son visage. Elle a dit ça ? Elle t'a regardé en face et a dit ça ? J'ai hoché la tête, les larmes gagnant finalement la bataille contre ma maîtrise de moi. Elle a dit que je suis un bagage encombrant, que j'ai fait ma part et que maintenant je dois sortir de scène. Françoise s'est assise lourdement à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. « Oh Martine, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette fille. » J'ai essayé de défendre une dernière étincelle d'espoir pour l'avenir de Julien. Elle l'aime à sa façon. Ma sœur a secoué la tête fermement. L'amour ne traite pas les gens comme ça. L'amour n'exclut pas. L'amour n'humilie pas. Pendant que nous parlions, mon téléphone continuait de vibrer avec des messages et des appels. Julien, de plus en plus désespéré. Des amis confus. La famille d'Aurélie, curieusement, dans un silence complet. À 11 heures, les cloches de l'église ont commencé à sonner au loin. J'ai imaginé les invités prenant leur place, Julien nerveux à l'autel,
Aurélie se préparant dans une salle latérale de l'église, probablement satisfaite de mon absence. Peu après midi, alors que les cloches auraient dû annoncer l'union du nouveau couple, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Françoise qui était retournée à l'église à contre-cœur, à ma demande. Sa voix tremblait tellement que j'ai à peine pu comprendre ses mots. « Martine », a-t-elle murmuré comme si elle craignait d'être entendue. « Le mariage n'a pas eu lieu. » Mon cœur s'est arrêté. « Comment ça n'a pas eu lieu ?» Julien a tout découvert. Mon Dieu, Martine, c'est terrible. Il a tout découvert sur Aurélie quelques instants avant la cérémonie. Le sol a semblé disparaître sous mes pieds. Il a découvert qu'elle le trompait avec son patron depuis des mois. Et il y a plus, bien plus. Sa famille est en faillite, Martine. Ils avaient besoin de l'argent de Julien pour se sauver. Le contrat de mariage sur lequel elle avait tant insisté, c'était un piège pour canaliser les revenus futurs de Julien vers les comptes de sa famille. Le monde a tourné autour de moi, tandis que les pièces s'emboîtaient. Les commentaires occasionnels sur le futur salaire de Julien, l'insistance d'Aurélie à contrôler tous les aspects financiers de la relation, la façon dont son père m'avait dit avec un sourire énigmatique lors des fiançailles. « Ta lutte est terminée, Martine. C'est maintenant notre tour de prendre soin de Julien. » Ce n'était pas de l'amour. Ça n'avait jamais été de l'amour. « Comment va Julien ?» C'est tout ce que j'ai pu demander. Ma voix presque méconnaissable à mes propres oreilles. Il y a eu une longue pause. « Anéanti !» a finalement répondu Françoise, mais aussi déterminée. « Tu aurais dû le voir, Martine. Quand il a confronté Aurélie devant tout le monde, il était différent, comme s'il s'était enfin réveillé d'un long sommeil. Quand j'ai raccroché le téléphone, je suis restée assise, immobile pendant plusieurs minutes, essayant de tout assimiler. Le mariage qui n'avait pas eu lieu, la trahison, le montage financier. Et au milieu de tout cela, mon absence, qui aurait dû me détruire, avait fini par être la seule chose qui m'avait épargné d'assister à l'humiliation publique de mon fils. Vers 15 heures, un coup fort à la porte m'a fait sursauter. J'ai ouvert pour trouver Julien debout là, encore vêtu de son costume de mariage, la cravate défaite et les yeux rouges. Sans dire un mot, il est entré et m'a serré si fort dans ses bras qu'il m'a presque coupé le souffle. « Maman », a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Tu savais ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Je savais quoi, mon fils? Sur Aurélie, sur qui elle est vraiment. Je me suis doucement écartée, le regardant dans les yeux. Je savais qu'elle ne me voulait pas près d'elle. Je savais qu'elle ne me respectait pas. Mais non, Julien. Je ne savais rien de la trahison, ni des plans financiers de sa famille. Il a hoché lentement la tête, absorbant mes mots. « Elle t'a dit de ne pas venir au mariage, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu n'étais pas là. » Je n'ai pas pu lui mentir, je n'ai jamais pu. La veille au soir, elle m'a dit qu'après le mariage, je ne ferais plus partie de ta famille. Elle a dit qu'il valait mieux que je ne me présente même pas. Son visage s'est assombri, une nouvelle vague de douleur et de colère passant sur ses traits. « Et tu l'as cru? Tu as cru que je permettrais ça ?» Cette question m'a frappée comme la foudre. Moi, après toutes ces années à l'élever, après connaître son cœur mieux que quiconque, avais-je vraiment cru qu'il permettrait qu'on m'écarte de sa vie? La vérité faisait mal. Oui, je l'avais cru. Non pas parce que je ne faisais pas confiance à Julien, mais parce que j'avais vu le pouvoir qu'Aurélie exerçait sur lui, la façon dont il semblait aveugle quand il s'agissait d'elle. Julien, elle te transformait en une autre personne quand elle était près de toi, quelqu'un que parfois je reconnaissais à peine. Il s'est effondré sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. « Je sais », a-t-il murmuré entre ses doigts. « Je sais ». Je me suis assise à côté de lui, posant doucement ma main sur son épaule. « Que s'est-il passé à l'église? Je veux l'entendre de toi. » Julien a pris une profonde inspiration. « Philippe, mon témoin, il a reçu des photos d'Aurélie avec son patron Thierry. Des photos récentes d'il y a 2 semaines. Il était clair ce qui se passait. Philippe me les a montrées quelques minutes avant que la cérémonie ne commence. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que c'était un malentendu ou de vieilles photos d'avant notre rencontre. Mais elles ne l'étaient pas. La date était là, dans le coin des photos. Et elle portait le bracelet que je lui avais offert pour notre dernier anniversaire. Sa voix s'est brisée.
Je l'ai confrontée dans la salle de préparation. D'abord, elle a tout nié. Puis elle a dit que c'était juste une erreur, un moment de faiblesse. Mais alors, sa cousine Céline, qui était ivre de champagne et de nervosité, a laissé échapper quelque chose sur le contrat de mariage, sur la façon dont le père d'Aurélie avait célébré la veille parce que leurs problèmes financiers seraient résolus après-demain. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de la trahison que mon fils avait subie. Ce n'était pas seulement une infidélité, c'était un piège élaboré, un réseau de mensonges tissés par des gens qui étaient censés l'aimer. C'est là que j'ai réalisé, a continué Julien, sa voix gagnant en fermeté, que ça n'avait jamais été à propos de moi. C'était à propos de ce que je pouvais fournir. Mon futur salaire, ma carrière, mes contacts, tout faisait partie d'un plan. J'ai demandé, bien que je connaissais déjà la réponse, « Et qu'as-tu fait ?» Un sourire triste a traversé ses lèvres. J'ai marché jusqu'à l'hôtel, non pas pour me marier, mais pour annoncer à tous les invités que le mariage était annulé, qu'Aurélie avait trahi ma confiance et que notre relation était terminée. J'ai imaginé la scène. Mon fils, toujours si réservé et discret, debout devant 200 invités, exposant sa douleur et sa déception. Le courage que cela avait dû demander m'a laissé sans voix. La famille Beaumont a perdu la tête, a-t-il continué. Son père m'a menacé là, devant tout le monde. Il a dit que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Sa mère a commencé à crier que j'humiliais sa fille. Et Aurélie, elle s'est complètement transformée. Tout ce charme, toute cette douceur ont disparu. Elle m'a traité de lâche. Elle a dit que j'exagérais, que tout le monde trompe, que je gâchais la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. J'ai pris sa main dans la mienne, la serrant doucement. « Je suis tellement désolée, mon fils. » Il a serré ma main en retour, ses yeux rencontrant les miens. « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ? Ce n'était pas la trahison. Ce n'était même pas de découvrir le montage financier. C'était de réaliser qu'elle voulait t'éloigner de moi, qu'elle t'a traité comme quelque chose de jetable. Toi qui as tout donné pour moi, qui ne m'as jamais, pas une seule fois, abandonné. » Cette nuit-là, alors que Julien dormait dans la chambre que j'avais gardée intacte pour lui toutes ces années, je me suis assise sur la terrasse arrière, regardant les étoiles. La douleur pour ce que mon fils traversait était réelle et profonde. Mais il y avait aussi secrètement un sentiment de soulagement, comme si nous avions échappé de justesse à quelque chose de bien pire qu'un mariage annulé. La semaine suivant le mariage avorté, la tempête que je redoutais a finalement éclaté. Cela a commencé comme des murmures, de petites ondes de choc qui se sont propagées dans notre communauté relativement petite. Puis, presque du jour au lendemain, cela s'est transformé en tsunami. La version d'Aurélie des événements a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Une mariée abandonnée, dévastée par un fiancé insécure qui avait cédé aux manipulations d'une mère possessive. Elle a publié une photo d'elle dans sa robe de mariée, le maquillage savamment coulé, avec la légende « Certaines personnes ne savent pas quand faire un pas en arrière. Certaines mères ne peuvent pas couper le cordon ombilical. » Les commentaires ont inondé sa page. Des inconnus offrant leur soutien, des amis exigeant de savoir quel genre d'homme abandonne une femme à l'autel et quel genre de mère s'immisce dans la relation de son fils adulte. Son récit était convaincant, émouvant et entièrement fabriqué. « Ignore tout ça », ai-je conseillé à Julien quand il m'a montré les publications, le visage pâle de rage. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Mais nous avons vite découvert que ce n'était pas si simple. Les mensonges ont de longues jambes, comme disait ma grand-mère, et ceux d'Aurélie couraient un marathon. J'ai commencé à remarquer des regards étranges au supermarché, des conversations qui s'arrêtaient brusquement quand j'approchais à la pharmacie. Une ancienne amie d'école m'a envoyé un message demandant si j'avais vraiment ruiné le mariage de Julien par jalousie. L'indignation que j'ai ressentie a été rapidement remplacée par quelque chose de plus douloureux, la honte. Non pas parce que je croyais aux mensonges, mais parce qu'après toutes ces années de sacrifices silencieux, j'étais dépeinte comme la méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Julien, pendant ce temps, affrontait ses propres batailles. Un des associés du cabinet d'avocats où il travaillait, accessoirement ami du père d'Aurélie, a commencé à remettre en question son jugement et sa stabilité émotionnelle. Un soir, alors que la pression devenait presque insupportable, j'ai eu une idée.
Si Aurélie utilisait la perception comme arme, alors nous devions nous battre avec la vérité. J'ai fouillé dans mon petit bureau à la maison, trouvant chaque preuve que j'avais gardée presque instinctivement au fil des ans. Des courriels que Julien m'avait transférés où Aurélie parlait de ses attentes financières pour leur avenir. Des captures d'écran de messages où elle demandait pourquoi il insistait pour faire du travail pro bono quand il pourrait gagner de l'argent. Et surtout, une copie du contrat de mariage avec des clauses si clairement prédatrices que n'importe quel juge verrait l'intention derrière elle. Mon amie Nathalie, qui travaillait comme assistante juridique dans un grand cabinet de Bordeaux, nous a donné la solution. « Je connais un journaliste d'investigation », a-t-elle dit. « Marc Lefebvre. Il s'est spécialisé dans l'exposition de fraudes financières. Si vous avez des preuves concrètes, il peut transformer ça en un reportage légitime, pas en potin de réseaux sociaux. » Marc nous a rencontrés dans un café discret du centre-ville, un homme de petite taille avec une barbe grisonnante et des yeux perçants qui semblaient examiner chaque mot que nous disions. Il a écouté notre histoire en silence, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet. « Ce que vous avez est solide, a-t-il finalement dit, surtout le contrat de mariage et les registres financiers de la famille Beaumont. Mais j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'une confirmation indépendante. » Au cours des 2 semaines suivantes, Marc a travaillé sans relâche, enquêtant sur l'historique financier de la famille Beaumont, interviewant d'anciens employés de leurs entreprises en faillite, obtenant même des témoignages d'anciens partenaires commerciaux et des documents publics sur leurs procédures de faillite. Puis, exactement 1 mois après le mariage annulé, le reportage de Marc a été publié. Les dessous du mariage annulé, les montages financiers de la famille Beaumont. Le reportage occupait 2 pages entières dans le journal régional Sud-Ouest avec une version en ligne encore plus détaillée. Il détaillait les faillites successives des entreprises de M. Beaumont, les prêts impayés, les accusations précédentes de fraude qui avaient été réglées silencieusement hors des tribunaux. Il incluait une analyse juridique du contrat de mariage par des avocats indépendants, le qualifiant de prédateur et éthiquement questionnable. La réaction a été immédiate. Les commentaires en ligne ont afflué, non pas contre moi ou Julien, mais contre Aurélie et sa famille. Donc elle voulait son argent, pas son cœur. Cette pauvre mère. Imagine être traitée comme ça après avoir élevé ton fils toute seule. La marée avait tourné. Ce soir-là, Julien et moi nous sommes assis sur la terrasse, buvant du thé en silence. Pour la première fois depuis des semaines, il n'y avait pas de tension dans l'air. « Tu crois que c'est fini ?» ai-je finalement demandé. Julien a regardé les étoiles un long moment avant de répondre. « Je ne sais pas. Sa famille est acculée maintenant, et les gens désespérés font des choses désespérées. Mais au moins maintenant, nous nous battons à armes égales. La vérité contre leurs mensonges. » Le calme qui a suivi la publication du reportage de Marc était comme l'œil d'un cyclone. Un bref moment de paix avant la prochaine vague de chaos. Pendant 2 semaines, Julien et moi avons respiré un peu plus facilement. Les regards de jugement ont diminué. Des messages de soutien ont commencé à arriver. J'aurais dû me méfier de ce silence venant de la famille Beaumont. Des gens comme eux ne disparaissent pas silencieusement quand ils sont exposés. Ils contre-attaquent. La représaille est arrivée un mercredi ordinaire. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. « Madame Martine Deschamps ?» a demandé une voix masculine, formelle. « Oui, c'est moi. Je suis le capitaine Moreau de la gendarmerie. Nous avons besoin que vous vous présentiez à la brigade le plus tôt possible pour faire une déposition. » Mon cœur s'est glacé. Une déposition à propos de quoi exactement? Il y a eu une pause. Le son de papier feuilleté. « Nous avons une plainte formelle contre vous pour extorsion, chantage et menaces contre la famille Beaumont. » Le sac de course m'a glissé des mains. J'ai conduit jusqu'à la maison en état de choc. Une fois à l'intérieur, j'ai immédiatement appelé Julien, qui est sorti en courant du tribunal dès qu'il a entendu ma voix tremblante. Quand il est arrivé à la maison, il avait déjà trouvé le document qu'un officier avait laissé à ma porte pendant mon absence, une convocation officielle détaillant les accusations. Selon la plainte, j'avais menacé la famille Beaumont d'une exposition publique d'informations fausses, à moins qu'ils ne paient une somme importante pour acheter mon silence. « C'est complètement fabriqué », a dit Julien, le visage rouge de rage en lisant le document. Ils essaient de criminaliser le fait que nous avons exposé la vérité à leur sujet.
Le lendemain matin, nous nous sommes présentés à la gendarmerie. L'interrogatoire a duré 2 heures agonisantes. J'ai été questionnée sur chaque interaction que j'avais eue avec Aurélie et sa famille, sur mes motivations pour ne pas assister au mariage, sur ce que je voulais vraiment en contribuant au reportage journalistique. J'ai répondu à chaque question avec honnêteté, mais à mesure que l'interrogatoire avançait, j'ai remarqué quelque chose de perturbant dans le ton du capitaine. Il semblait avoir déjà formé une opinion, comme s'il ne faisait que suivre un protocole, pas vraiment enquêter. Dans les jours suivants, la situation a empiré. L'histoire a fuité dans tous les journaux locaux, mais de manière déformée. Une mère accusée d'extorquer la famille de l'ex-fiancé de son fils. Mon nom et ma photo étaient partout. Le petit salon de coiffure où je travaillais à temps partiel m'a appelé poliment pour dire qu'il serait peut-être préférable que je prenne un congé jusqu'à ce que tout soit résolu. Un soir, assise à la table de la cuisine en révisant des documents avec Julien, je me suis effondrée en larmes. Peut-être qu'on devrait abandonner, ai-je murmuré. Peut-être qu'on devrait juste dire ce qu'ils veulent entendre, se rétracter publiquement. Julien a posé les papiers et a pris mes mains. « Maman, regarde-moi. C'est exactement ce qu'ils veulent. Nous briser, nous faire douter de la vérité, te faire sentir tellement acculé que tu accepterais n'importe quel accord pour que ça s'arrête. Mais ça ne va pas arriver. Nous avons la vérité de notre côté, et maintenant nous avons quelque chose de plus. » Marc, le journaliste, était furieux de cette tentative de criminaliser la presse. Il enquêtait sur le capitaine Moreau, cherchant des connexions avec les Beaumont, et Nathalie avait réussi à faire accepter notre dossier par son patron, Maître Durand, l'un des plus grands avocats pénalistes de la ville, en pro bono. La semaine suivante, le cas a pris un tournant inattendu. Marc a publié un nouveau reportage, cette fois centré sur les méthodes d'enquête douteuses. Il avait découvert que le capitaine Moreau avait un fils qui travaillait pour l'une des rares entreprises survivantes de l'empire en faillite de M. Beaumont. Un conflit d'intérêts flagrant que le capitaine avait omis de mentionner. Simultanément, Maître Durand a déposé une requête formelle contestant la validité des preuves présentées contre moi, exigeant qu'elles soient soumises à une analyse médico-légale pour vérifier leur authenticité. 3 jours après la requête, nous avons reçu un appel de Maître Durand. « Le parquet envisage de classer l'affaire », a-t-il dit. « Il semble que les preuves ne résistent pas à un examen plus rigoureux. » Mais il y avait une condition. Les Beaumont proposaient un accord. Ils retiraient les accusations criminelles si nous signions une rétractation publique du reportage de Marc et acceptions un accord de confidentialité permanent sur toute l'affaire. J'ai regardé Julien, sentant la rage monter en moi. Même maintenant, acculés, ils essayaient encore de nous faire taire. Non, ai-je dit fermement. Je ne mentirai pas pour sauver leur réputation. Je ne démentirai pas la vérité. Julien a hoché la tête, un sourire de fierté illuminant son visage. Maître Durand, notre réponse est non. Dites-leur que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. C'était un pari risqué. Nous défiions essentiellement une famille puissante et désespérée à faire de son pire. Mais quelque chose avait changé en moi. La peur qui me paralysait des jours plus tôt avait été remplacée par une détermination de fer. Et alors, quand notre défi a été transmis aux Beaumont, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils ont reculé. 2 semaines plus tard, l'affaire a été officiellement classée pour insuffisance de preuves. Le capitaine Moreau a été écarté du dossier en raison du conflit d'intérêts. Et le plus surprenant encore, Aurélie et sa famille ont quitté Bordeaux presque du jour au lendemain, déménageant quelque part où leur nom et réputation n'étaient pas entachés par la vérité exposée. C'est étrange comme la vie nous marque. Comment certaines expériences s'impriment en nous, changeant non seulement qui nous sommes, mais comment nous voyons le monde autour de nous. Dans les mois qui ont suivi le classement de l'affaire, j'ai découvert cette vérité de première main. Le soulagement immédiat a cédé la place à quelque chose de plus complexe, un processus de guérison à la fois libérateur et douloureux. Julien a affronté ses propres défis. Bien que sa carrière au cabinet d'avocat avance enfin sans l'ombre des fausses accusations, le traumatisme émotionnel de la trahison d'Aurélie l'avait rendu prudent, réservé. Il s'est plongé dans le travail avec une intensité qui parfois m'inquiétait. « Tu as besoin de te donner du temps », lui disais-je doucement les nuits où je le trouvais encore penché sur des documents juridiques à 2 heures du matin. « La douleur ne disparaît pas si tu l'ignores. »
Mais il y avait aussi des moments de croissance véritable. Une nuit, environ 6 mois après toute cette agitation, nous étions assis sur la terrasse, regardant un orage d'été approcher. « Tu sais ce qui est étrange ?» a dit Julien soudainement. Maintenant, je regarde en arrière et je vois tous les signes que j'ai ignorés avec Aurélie. La façon dont elle parlait d'argent, comment elle essayait de m'éloigner des gens qui tenaient vraiment à moi. Quelques mois plus tard, il a ouvert son propre cabinet d'avocat, petit mais en croissance rapide, spécialisé dans l'aide aux victimes de fraudes financières. Le travail le comblait d'une manière que son emploi précédent n'avait jamais réussi. Pour moi, le changement est venu plus graduellement, mais tout aussi profondément. Après des décennies à définir mon identité presque exclusivement à travers la maternité et le sacrifice, j'ai commencé à redécouvrir des parties de moi-même oubliées depuis longtemps. Je me suis remise à peindre, une passion que j'avais abandonnée quand Julien était bébé par manque de temps et de ressources. J'ai transformé la chambre d'amis en un petit atelier. Les murs sont maintenant un kaléidoscope de couleurs et d'émotions capturées sur toile. Avec l'encouragement de Nathalie, j'ai aussi commencé à participer à un groupe de soutien pour femmes ayant traversé des traumatismes ou de grandes transitions de vie. Au début, j'y allais juste pour écouter. Mais avec le temps, j'ai trouvé ma voie. Et plus important encore, j'ai trouvé une communauté de femmes qui comprenaient ce que signifie être mise à l'épreuve jusqu'à la limite et rester debout malgré tout. C'est à travers ce groupe que j'ai rencontré Véronique, une psychologue spécialisée dans l'aide aux personnes reconstruisant leur vie. Après avoir entendu mon histoire, elle m'a fait une proposition surprenante. « Martine, as-tu déjà pensé à utiliser ton expérience pour aider d'autres personnes ? Nous avons un programme de mentorat pour les femmes qui traversent des situations similaires, et je pense que tu serais une mentor extraordinaire. » 6 mois plus tard, j'ai donné ma première conférence formelle pour un petit groupe de femmes. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mes notes, mais quand j'ai commencé à parler, les mots ont coulé naturellement. Je m'appelle Martine, et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru qu'aimer signifiait s'effacer soi-même, qu'être forte signifiait tout supporter en silence. Je suis ici pour vous dire que j'avais tort. La vraie force n'est pas dans combien de souffrances vous pouvez supporter silencieusement. Elle est dans savoir quand élever la voix, quand établir des limites, quand dire non. Ce n'est pas acceptable. Il y a 2 mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Julien est apparu pour notre dîner du dimanche avec une invitée, Émilie, une avocate en droit de l'environnement qu'il avait rencontrée lors d'une affaire en collaboration. Au début, j'ai senti cette vieille anxiété familière s'agiter dans ma poitrine. Mais Émilie n'était pas Aurélie. Cela est devenu clair dès les 5 premières minutes de conversation. Là où Aurélie parlait d'elle-même sans cesse, Émilie posait des questions, véritablement intéressée par les réponses. Là où Aurélie me traitait avec condescendance, Émilie me traitait avec un respect chaleureux qui ne semblait ni forcé ni calculé. Après qu'Émilie soit partie, Julien et moi avons fait la vaisselle côte à côte. « Alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?» a-t-il demandé, essayant de paraître décontracté, mais incapable de cacher complètement l'importance de ma réponse. Elle semble vraie, présente, le genre de personne qui voit réellement les autres. Julien a poussé un soupir. « Oui, c'est exactement ce que je ressens aussi. » La semaine dernière, j'ai reçu une invitation inattendue. Une association qui travaille avec des femmes en transition après des relations abusives m'a demandé d'être l'oratrice principale de leur événement annuel de collecte de fonds. L'ironie ne m'a pas échappé. Moi, qui me suis sentie si petite, si facilement jetable, maintenant invitée à partager ma sagesse avec des centaines de personnes. En travaillant sur mon discours, je me suis retrouvée à revenir à ces mots murmurés avec tant de cruauté la veille du mariage qui n'a jamais eu lieu. À partir de demain, tu n'es plus qu'une vieille histoire pour cette famille. Aurélie avait tort, mais pas de la façon dont je l'avais imaginé initialement. Je ne suis pas une vieille histoire. Je suis une histoire en cours qui se déploie encore en chapitres que personne, pas même moi, n'aurait pu prévoir. Un avenir où je ne suis pas juste un bagage encombrant dans la vie de mon fils, mais une femme redécouvrant sa propre force, où le lien entre Julien et moi, mis à l'épreuve jusqu'à la limite, a émergé non seulement intact, mais plus fort et plus sain que jamais.
Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus seulement la mère célibataire épuisée qui a tout sacrifié, ni la femme rejetée par des mots cruels murmurés lors d'une nuit d'été. Je vois Martine, entière, complexe, encore en évolution. Une femme qui, après avoir passé la majeure partie de sa vie à prendre soin des autres, a finalement appris à prendre soin d'elle-même aussi. Et c'est peut-être la plus douce des victoires. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin. Tomorrow, but the next day, remember this, guys. Next stream, Resident Evil Requiem. Be there or be square. Please, ma'am, what? Yep. Be there or be square. Well, I'm glad I played FireEm for 3 hours and did nothing beneficial with my time. I need to get like more money and stuff so I can do goofy things on stream. We playing Fortnite now? No, we're not. We will not be. But I do really want to play like Dead by Daylight on stream and stuff. I'm waiting for this song to like have something in it. Yeah, I know. I find grinding in roleplay very, you know, brain dead game and comedy. I don't know what you're saying to me right now, buddy. Hey, buddy, I don't know you're talking to me right now, but I don't like what you're saying. I remember being able to make meth the millisecond you load in on RP back in the good old days. Wait, really? Wasn't as much in the... Lucid isn't that old. Lucid's only, I think, 5 or 6 years old now. Yeah. That makes sense. I just gotta think of things to do in roleplay that'll be fun for stream. Otherwise, I don't really know why I bother even streaming it. I like playing it off stream because I don't feel like there's pressure to like have entertaining shit happen all the time, but on stream it's kind of hard. I feel like I always encounter funny shit when I'm off stream, and then on stream I'm like, there's nothing funny happening. But that's okay, because if I play Resident Evil Requiem, you guys can't be mad, because that's the best game ever. And I've heard good things about it, so I'm very excited.
I'm curious to see if it'll actually be scary though, because I don't typically find the Resident Evil games very scary. Has anyone had any spoilers for that game yet though? I haven't had any spoilers. Yeah, I probably just need to like put on like a silly character and like roleplay a silly character. Yeah, I might do that. Well, I was gonna do the same. I wasn't gonna play it because I don't want to spend $120 on one game because I'm like not insane. But my sister got it for cheap. She might have had someone buy it for her. I don't remember. W sister, by the way.